Bonjour. Bonjour, Pierre Parent de l'EPITA, bienvenue pour cette conférence. Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour, si tout se passe bien, si vous recevez bien le message, si vous êtes bien connecté. Bonjour, très bien. Super, est-ce que j'attends votre go pour démarrer la conférence ? Très bien, on va y aller. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la sécurité, cybersécurité au cœur des enjeux IT. Donc, je suis Pierre Parent, responsable de l'équipe cybersécurité et système du laboratoire de recherche de l'EPITA. Voilà, et également enseignant sur le site de l'EPITA à Strasbourg et membre du laboratoire ICUBE de l'Université de Strasbourg. Tout d'abord, je vous inviterai avec moi à choisir dans le monde de la cybersécurité. On considère qu'il y a deux pilules. Il y a la pilule bleue à ma droite et la pilule rouge à ma gauche. La pilule rouge, c'est les Red Teams, c'est les gens qui vont jouer de manière éthique le rôle de l'attaquant. Et la pilule bleue, c'est ce qu'on appelle les Blue Teams, l'équipe bleue, qui va jouer le rôle du défenseur. Et je vous inviterai avec moi pendant cette conférence à prendre la pilule bleue et à vous mettre dans la peau du défenseur et à découvrir un certain nombre de cas sur lesquels nos équipes de défense ont été mises grandement à contribution ces derniers temps. La première règle fondamentale quand on est dans le domaine de la cybersécurité, c'est quelque chose que pendant vos études vous découvrirez, vous apprendrez aussi, c'est aussi quelque chose vers lequel on amène nos étudiants, c'est garder votre sang-froid. Un exemple assez récent, vous avez, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, entendu parler de l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui a été victime d'une attaque informatique fin août. En l'espace de quelques heures, une grande partie de l'hôpital, des systèmes informatiques de l'hôpital ont été complètement gelés par quelque chose de très banal, un ransomware. On en a malheureusement croisé dans toutes nos organisations et chez des partenaires. Et du soir jusqu'au lendemain, tout l'hôpital s'est retrouvé incapable de prendre en charge les patients, incapable d'enregistrer les soins qui avaient été administrés aux patients, incapable de transférer un patient du service d'urgence, par exemple, vers le service de radio. Vous imaginez la catastrophe et l'impact en termes de qualité de soins, sans parler de la qualité de service et du vécu pour les patients qui arrivent là, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? La première règle, c'est ce qu'on appelle la continuité d'activité, d'être capable d'accompagner les équipes et puis surtout les usagers, les patients, pour continuer à être soignés, mettre en place des processus. Là, on est revenu au crayon papier. La deuxième règle, c'est de reconstruire le système d'information, brique par brique, ordinateur par ordinateur. Et puis, la troisième, c'est de faire évoluer le système de manière à ce que les failles qui ont été utilisées ne puissent plus être réexploiter, que ce soit au niveau technique, s'assurer que les mises à jour sont les bonnes, éventuellement faire des évolutions d'architecture si certains choix avaient été un peu trop permissifs, et puis également accompagner les utilisateurs, mieux former les utilisateurs pour éviter que ça ne se reproduise. Je pense que le personnel de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, en l'occurrence, en a été pour sa séance de sensibilisation.
Et donc ça a permis très rapidement, en quelques jours, de redresser la situation, en tout cas d'être capable d'assurer un service minimum aux patients, même s'il y en a beaucoup qui ont été redirigés vers d'autres établissements. Euh, et, euh, et l'histoire ne s'est malheureusement pas arrêtée là. C'est que l'objectif de ce vol de données était d'obtenir une rançon et le chantage était non pas seulement à bloquer les données, le ransomware, ce qui se faisait de manière très très courante jusqu'à il y a 2 ans. On avait 2 tiers des attaques qui visaient uniquement à bloquer le système. Euh, Là, on est depuis cette année, alors ça a commencé en 2020, on avait déjà un tiers des attaques qui étaient concernées, mais euh, depuis cette année, on a vraiment quasi tous les ransomware qui sont qui sont accompagnés d'une demande d'une menace de diffusion de données. Et en l'occurrence, là, fin octobre, il y a eu un certain nombre de données de résultats d'examens médicaux assez intimes d'ailleurs, assez gênants pour les personnes. Euh, qui ont été diffusés. Donc des problèmes aussi sur le long terme. Je vois bien vos questions. N'hésitez pas à les poser, à continuer à les poser. Oui, bien sûr, la formation, je la présenterai dans la deuxième partie de cette présentation. Je vais commencer par vous montrer où vous mènent les formations qu'on propose, c'est-à-dire les métiers. Donc en l'occurrence, là, une première famille de métiers, la conception et le maintien de systèmes d'information sécurisés, les architectes de sécurité, ceux qui préparent les hôpitaux, les organisations, les spécialistes en développement qui vont faire les applications, les cryptologues qui vont travailler spécifiquement sur les briques de cryptographie pour chiffrer les données, les administrateurs, ceux qui vont s'assurer que ça fonctionne au jour le jour, et les auditeurs qui vont vérifier que l'ensemble fonctionne correctement. Quelques autres exemples d'action de nos équipes bleues. Il y a quelques années, alors vous l'avez peut-être oublié depuis, l'information a été relativement peu diffusée. Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, le 9 février. Donc on accueille 35 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture, 2900 athlètes, et puis une belle fête qui se prépare en Corée du Sud. Les 2900 athlètes arrivent pour la cérémonie d'ouverture. Et à ce moment-là, il y a un journaliste dans les tribunes qui dit « Ah tiens, j'ai un problème avec ma caméra, le message ne passe pas bien ». Au même instant, le responsable du système d'information qui avait été mis en place spécifiquement pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang reçoit un SMS, puis 2, puis 3, puis un coup de téléphone qui dit on a un souci, l'ensemble du système informatique est complètement planté. Et en l'occurrence, il y a eu une attaque très ciblée, exactement au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a détruit l'ensemble du système, l'ensemble de la gestion des utilisateurs, l'ensemble des accès aux informations. Donc là, la cérémonie se passe, les équipes font exactement 2 heures, le temps que le public sorte, pour rétablir quelque chose de très basique en termes de fonctionnalité, et assez évident pour les gens qui sont là, mais très problématique au niveau technique, c'est l'accès aux informations concernant les hôtels, où les gens doivent pouvoir revenir tout de suite après. Donc là, vous avez l'horloge qui tourne, et 2 heures pour résoudre ce problème-là, et ensuite une nuit pleine pour arriver à remettre en place ce qu'on appelle des serveurs Active Directory, qu'on voit ici, qui vont gérer les utilisateurs, qui vont gérer les différents sites, qui vont gérer les droits d'accès, pour que les gens puissent avoir accès à leurs billets et puis pouvoir assister aux épreuves du lendemain matin. 6 heures du matin, en Corée du Sud, la situation a été rétablie grâce à l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées. Autant vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup dormi cette nuit-là. Et les Jeux Olympiques ont pu continuer dans de bonnes conditions avec des équipes quand même renforcées pour éviter le renouvellement de ce type d'attaque. Donc là, on voit le rôle d'une deuxième partie des équipes bleues, c'est les gestionnaires de crise de sécurité, en particulier responsables de ce qu'on appelle les Security Operating Center, les SOC, les opérateurs qui vont traiter les alertes, les analystes qui vont apporter la réponse à incident. Une fois qu'on voit les alertes, comment est-ce qu'on y répond, on prépare la réponse, comment on y répond, et puis les gestionnaires de crise, les personnes qui vont coordonner tout ça, qui vont s'assurer que le service est bien
est bien rétabli, qui vont s'assurer du contact avec les externes, qui vont s'assurer que l'ensemble des athlètes pour les Jeux Olympiques et l'ensemble du public a les informations qu'il veut, et qui va traiter aussi de la partie communication de crise. Vous imaginez bien, quand vous avez de tels événements internationaux, c'est une partie extrêmement importante. Et puis un petit peu en arrière-plan sur ces moments de crise, mais extrêmement important pour la suite, pour préparer la suite et assurer que la suite se passe bien, les analystes de la menace cyber qui vont travailler plus à long terme pour identifier les menaces qui arrivent et puis préparer des réponses. Un deuxième exemple, on va repartir un peu plus en arrière, point de vue historique, 2015, dans une région du monde dont on a entendu parler récemment. Alors, je ne ferai pas d'histoire récente, on manque encore un peu de recul sur les éléments techniques, même si on a pas mal d'infos. Mais c'est l'Ukraine, Noël 2015, Noël 2016, plusieurs attaques très importantes sur le système électrique, qui sont des attaques informatiques. Où le système électrique a été attaqué, le système de distribution de l'électricité a été attaqué, et au moment où les équipes, donc là on voit en photo le coordinateur des réseaux électriques en Ukraine, au moment où il rentre dans le bâtiment qui lui sert de sauvegarde, qui était particulièrement isolé du réseau, il se rend compte que celui-ci a été attaqué également, donc vraiment une attaque en profondeur, et il a très rapidement également l'information que cette attaque sur l'infrastructure électrique a été doublée d'une attaque en déni de service très forte sur les centres d'appel, pour éviter que le grand public n'ait des informations concernant ce qui se passe, concernant l'attaque en cours. Parler de l'importance de la gestion de crise, c'est à la fois l'infrastructure qui a été attaquée et la capacité de gestion et de réponse à la crise, en tout cas sur sa partie communication. Les motivations, les données, là on est au niveau des attaques envers l'Ukraine, on a vraiment des attaques qui vont viser à détruire l'infrastructure du pays, à affaiblir le pays du point de vue économique. Donc là, on est vraiment sur des attaques étatiques, sur des éléments qui ne sont pas caractéristiques à l'époque d'actes de guerre, parce que vous n'avez pas d'attribution, on ne sait pas qui c'est, personne ne le réclame, il n'y a pas de destruction directe, il y a une indisponibilité, mais il n'y a pas de destruction des infrastructures, mais on est vraiment sur une agression physique pour empêcher le pays de fonctionner. Les attaques sur les données sont souvent plus proches de ce qu'on a vu sur l'exemple de Corbeil-Essonnes, sur des attaques liées à des organisations criminelles qui, elles, vont vouloir avoir pas tant les données que marchander les données et faire de l'extorsion de fonds, donc des mafias et des enjeux criminels. Là, on a deux exemples, merci pour la question, qui permettent effectivement de montrer qu'on a bien deux exemples. Une grosse masse d'attaques d'assez bas niveau technique, globalement, qui cherchent à générer un maximum d'argent de la part d'organisations criminelles, et d'autre part, des attaques étatiques. On va voir soit le fait d'empêcher de travailler, d'empêcher de communiquer les pays avec lesquels on est en conflit plus ou moins ouvert, ou bien du vol de données extrêmement sensibles, de l'espionnage. Ce sont des attaques qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, beaucoup plus rares aussi du point de vue des organisations. Comment est-ce que le blackout a été résolu en Ukraine, par quelque chose qui est revenu complètement suite à ces événements au cœur de la stratégie de gestion de la cybersécurité, c'est la résilience. En l'occurrence, il y avait encore à ce moment-là, en Ukraine, à la fois un certain nombre de commutateurs électriques qui pouvaient être réactivés de manière manuelle, ce qui n'était pas le cas, beaucoup moins le cas en Europe et encore moins aux États-Unis, où il y a eu beaucoup d'analyses de ces événements-là, avec des systèmes beaucoup plus automatisés, plus difficiles à attaquer, mais beaucoup plus difficiles à relancer une fois qu'ils sont attaqués. Et donc ça, c'est une partie extrêmement importante de la cybersécurité. Je parlais de continuité d'activité, être capable de prendre une feuille, un stylo pour soigner les patients, être capable de
rebrancher manuellement l'interrupteur pour rebrancher un réseau électrique, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Est-ce que tout type, je continue regarder vos questions, est-ce que tout type d'entreprise peut être concerné par ces attaques? Oui, en particulier, il y a eu plusieurs attaques assez importantes. Vous avez peut-être entendu parler de NotPetya et WannaCry qui sont partis d'Ukraine, mais qui ont vraiment un impact mondial en 2017, où l'objectif premier était de bloquer les entreprises sur le territoire ukrainien, et donc une attaque par le biais de la mise à jour du logiciel de paiement des impôts. Pourquoi mise à jour? Parce que on a des systèmes automatisés, j'en parlerai tout de suite après, de la chaîne de fourniture de logiciels. Et pourquoi les impôts? Parce que là, vous ciblez 100% des entreprises qui payent leurs impôts en Ukraine. Et en l'occurrence, en 2017, l'impact a été pour beaucoup d'entreprises, en particulier pour Maersk, qui est une entreprise de transport maritime qui gère 557 ports, qui a plus de 500 bureaux dans 130 pays différents. Leur réseau n'était pas isolé. On avait parlé des Active Directory à propos de Pyeongchang. C'est exactement cet Active Directory-là qui était interconnecté sur les différents sites et sur les différents continents, sans isolation, qui a fait tomber l'entreprise en une journée. Donc, vous avez 57 ports qui ont été complètement gelés en l'espace de quelques heures. Donc, sur des entreprises qui ont une activité commerciale et qui n'ont pas qui sont actives à l'international, mais qui n'ont pas de lien particulier avec les conflits au niveau étatique. Donc, oui, toute entreprise peut être concernée. Sur les ransomware, on le voit, depuis 4-5 ans, toutes les entreprises sont concernées. C'est le cas. Sur les vols de données, toutes les entreprises sont concernées. C'est le cas. Sur des grosses attaques qui vont complètement arrêter, bloquer l'entreprise. On est souvent plus sur des effets de bord d'attaques externes, mais effectivement, les exemples montrent que personne n'est complètement protégé. D'où l'importance de nos métiers et des formations autour de la sécurité auxquelles vous vous intéressez. Donc l'un des éléments particulièrement importants par rapport à ça, et les métiers sont les métiers qu'on appelle autour du pilotage de la cybersécurité. On a vu un peu les opérationnels, que ce soit sur les gestions du système d'information, que ce soit sur la gestion des crises. Mais il va falloir organiser tout ça, surtout quand on est sur des entreprises de grande taille, avec beaucoup de sites à l'international ou des pays. Ça va concerner le directeur de la cybersécurité, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle le RSSI, le responsable de projet de sécurité, donc de gens qui vont coordonner à la fois la préparation, les réponses et l'évolution des infrastructures. Ouais. Donc je viens en formation tout de suite après. Je vous parle encore des challenges cette année qui vous montrent voilà quelles sont les formations. Déjà pourquoi certains sujets de formation sont particulièrement importants. Et puis après je vous montrerai comment on y répond. Vous verrez qu'il y a au-delà de ces métiers, il y a un certain nombre d'aspects importants. On a parlé des mises à jour, ce qu'on appelle la software supply chain, la chaîne logistique du logiciel, qui va être développé à un endroit, qui va être mis à disposition par un certain nombre de serveurs, qui va être poussé sur les serveurs, sur les applications de l'utilisateur, qui ensuite va être déployé à l'intérieur des entreprises. Et chacun de ces canaux va être menacé, va être un point d'entrée potentiel pour l'attaquant, ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et donc sur cette question de la chaîne logistique, le logiciel, là on va être on a parlé de l'infrastructure, on va être sur des compétences au niveau du développement. J'ai bien noté votre question sur le métier de la RSSI, comment est-ce qu'on s'y forme. Le deuxième aspect, là, on est plus sur des aspects recherche et analyse, où il y a un travail énorme qui est fait, qui est assez spécifique, mais qui prend de plus en plus d'importance sur l'utilisation de machine learning pour la cybersécurité. Donc on voit qu'il y a d'autres compétences techniques au-delà de la connaissance des réseaux, des systèmes et des infrastructures. Donc poursuivre par la charge, donc on a ce qu'on appelle les séries temporelles en une dimension, la partie machine learning où on va être en n dimension,
Souvent, voilà, on va être en 40 ou en 100 ou en 1000 dimensions. Et puis, des nouvelles approches sur lesquelles on travaille plus au niveau des laboratoires, sur des approches à graphes pour identifier, prendre en compte aussi les interactions entre les machines qui vont permettre d'identifier la source des attaques et leur comportement. Et puis le dernier élément qui malheureusement assez tristement d'actualité également, on a parlé beaucoup dans la sécurité de la partie technologique. J'ai parlé un peu de la gestion de crise, donc de la gestion d'humains. Et il y a un sujet qui vient de plus en plus, c'est le dernier maillon de la chaîne de l'intelligence. C'est vous. C'est votre cerveau et c'est les informations qu'on y met. En sécurité, on identifie plusieurs types d'attaques. Les attaques en confidentialité, je suis capable de lire les données, d'accéder à des données que je ne veux pas, donc par exemple le vol de données de l'hôpital. Et il y a les attaques en intégrité. Donc on peut modifier les données de l'hôpital, mais on peut aussi modifier la manière de percevoir des gens. Ce qu'on appelle les fake news, dont vous avez beaucoup entendu parler. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau. Il y a eu beaucoup un événement, un cas assez bien étudié au milieu des années 80, puisque médicalement, il a été très, très bien étudié, très bien connu aussi sur l'origine de l'épidémie du sida, qui a été retracée voilà, en fonction des travaux d'infrastructure, d'urbanisation et de construction des lignes de chemin de fer en Afrique centrale. Et il y a eu quelque part en Inde, en 86 je crois, un article qui a attribué aux États-Unis le fait d'avoir fabriqué ce virus, même si on a su après coup que médicalement il n'en était rien du tout. Et il y a eu tout ce qu'on appelle c'est l'opération infection et tout un ensemble d'opérations actives de la part des soviétiques à l'époque, donc années 86-87 particulièrement actives. Et puis vous pouvez retrouver le mémorandum du 28 mars 1986 qui retrace tout un ensemble d'éléments et d'actions, de fausses informations qui étaient diffusées par la presse à l'époque. Et on a su qu'à l'époque, il y avait environ 25% du temps des agents des services soviétiques qui étaient utilisés pour créer de fausses nouvelles. En tout cas, c'est les chiffres qui ont été rapportés par des agents américains. Donc tous ces exemples me font venir à la dernière famille de la cybersécurité autour du conseil, de la recherche, la partie évaluation de la sécurité des technologies de l'information, côté développement, on va parler de la chaîne logicielle, la recherche, que ce soit au niveau des systèmes d'exploitation, que ce soit au niveau du machine learning, et puis on voit apparaître tout le sujet de la gestion des fake news, qui est très représentative des métiers connexes, des gens qui vont être responsables du plan de continuité d'activité, des managers de risque, des responsables d'assurance, mais vous avez aussi d'autres métiers, des juristes, des chargés de communication, qui vont travailler autour de la cyber. Donc maintenant, j'en viens à la partie qui va répondre à vos questions. À vous de jouer. Et je dis vous, je l'adresse bien sûr à tout le monde, autant aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. On a malheureusement encore un peu certains déficits de femmes dans le métier de la cyber, même si ça a beaucoup progressé. On estime qu'il y a eu 2 fois plus de femmes qui travaillent actuellement au métier de la cyber qu'au début des années 2010, et surtout un certain nombre de très bons exemples de porte-drapeaux, comme Elena Poincé en France, qui est une ancienne agent des services de renseignement, donc quelqu'un qui vient vraiment du terrain, et qui en revenant à la vie civile a décidé de fonder son entreprise, qui est une entreprise de surveillance, de protection des systèmes d'information, et en particulier des systèmes d'information sur les nœuds, sur les machines. On a parlé beaucoup au niveau du télétravail, capable de protéger les gens chez eux. Donc là, ils suivent le comportement et les actions des utilisateurs. Tetris, une entreprise à suivre. Voilà, je viens maintenant à la partie formation qu'on propose, un certain nombre d'activités déjà au niveau des labos, et je terminerai sur les diplômes. Une activité très forte au niveau de l'EPITA, qui est associative, mais aussi des parcours qui vous permettent de personnaliser vos études pendant le diplôme d'ingénieur en informatique, sur des challenges de capture the flag, en particulier le très beau résultat de l'association Green Flag Repeat, HDFR, des étudiants qui sont arrivés 3e au challenge de l'European Cyber Week à Rennes, c'était en 2021.
Des parcours développement. Donc, on a un étudiant qui a fait des études au niveau des tests de primalité sur les nombres premiers que vous connaissez bien, puisque c'est au programme de lycée, identifié qu'il y a un certain nombre de librairies qui rataient certaines catégories de nombres premiers. Donc, il a déjà fait étudier ça, et puis ensuite proposer une évolution au logiciel LibreSSL, qui est l'un des piliers de la sécurité, en particulier dans la série des BSD, FreeBSD par exemple, utilisé dans l'infrastructure de Netflix. Et puis le parcours recherche, donc la possibilité pendant vos études de rejoindre les laboratoires pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous former à la recherche. Je reviens maintenant au diplôme. Donc le premier diplôme, si vous souhaitez des études courtes, ensuite je passerai sur le diplôme d'ingénieur en 5 ans après. C'est le diplôme du bachelor qui a été ouvert il y a 2 ans, qui est un diplôme qui vous attribue le grade de licence, donc il fait partie de ceux qui ont été sélectionnés pour attribuer le grade de licence parmi les bachelors en cybersécurité, où la formation est située au campus cyber, donc c'est vraiment un endroit privilégié à la défense, et qui va vous préparer en 3 ans au métier de l'administration de la cybersécurité, à tous ces métiers opérationnels, que ce soit en tant qu'administrateur, en tant qu'opérateur de SOC, et puis rapidement, vous avez une formation très solide. La première année sur ce que c'est que l'informatique, que c'est que le développement, ce que c'est qu'un réseau. La deuxième année sur les fondamentaux techniques de la cybersécurité. Et la troisième année sur la gestion, le pilotage des infrastructures, l'organisation, le déploiement des Active Directory, on en a parlé, la réponse à incidents, on en a parlé sur les Security Operating Center. Donc, une formation très complète qui vous permet en 3 ans d'accéder au métier de la sécurité, la troisième année étant en alternance. Donc aussi beaucoup de temps passé en entreprise, pour ceux d'entre vous qui souhaitent être rapidement opérationnels sur ces sujets-là. Sur le diplôme d'ingénieur, donc avec le diplôme historique de l'IPITA, en particulier la majeure SRS, système réseau sécurité, c'est elle, Raphaël, qui vous permet de vous préparer au métier de RSSI, entre autres. C'est elle qui a comme objectif à la fois de vous apprendre à maîtriser, à refaire, être capable de refaire brique par brique l'ensemble d'un système d'information, refaire brique par brique des outils d'analyse de malware, de faire de reverse, de créer l'ensemble d'une infrastructure sécurisée, à la fois sur la partie défensive et sur la partie offensive, avec le recul et la connaissance des différentes normes, des différents référentiels qui vous permet de devenir responsable de la sécurité des systèmes d'information, directeur de la sécurité des systèmes d'information dans votre évolution. Donc là, on est vraiment sur un objectif de pilotage. Deux autres majeurs dédiés à la cybersécurité, sécurité et sûreté de l'intelligence embarquée. Donc là, on va être plus dans les environnements à destination de l'avionique, à destination de l'automobile, de l'embarqué, qui est complètement critique aussi, puisque vous imaginez bien que vous avez envie que votre avion, votre voiture soit bien protégée. La majeure cybersécurité et système, qui se fait en 3 ans, elle, en apprentissage sur l'ensemble du cycle ingénieur à l'IPITA. Donc là, sont les 3 majeurs qui sont vraiment dédiés à la cybersécurité au sein de l'IPITA. Vous parlez de la majeure TECOM, ça tombe bien, c'est le slide. C'est le slide suivant. Il y a 2 majeurs sur lesquels vous n'allez pas être formé uniquement à la cybersécurité, mais qui forment dont les anciens étudiants font pour un certain nombre d'entre eux des métiers uniquement dans la cyber, qui sont les 2 majeurs, Télécom, donc télécom et réseau, je vois que vous la connaissez. Très bien. Et GISTRE, qui est au niveau des systèmes embarqués, donc connaissance des systèmes d'exploitation, des systèmes temps réel, télécom sur les réseaux, qui sont 2 majeurs techniques qui vont vous apporter aussi naturellement un certain nombre de formations en sécurité, mais surtout la connaissance de l'infrastructure que vous allez protéger. Profil atypique au niveau des diplômes d'ingénieur, donc vous avez déjà une limite d'âge pour vous inscrire
par la commission d'éthique d'ingénieur, donc ça, c'est pas l'école, donc il faut avoir forcément moins de 27 ans. Et puis après, vous avez la possibilité de candidater, de contacter le service recrutement de l'école pour voir dans quelles conditions vous pouvez candidater au niveau de parcours, d'un concours qui s'appelle Advanced Parallel pour l'ensemble des personnes qui ont un parcours atypique. Hein. N'hésitez pas à les contacter. Voilà. Voilà, donc je terminerai sur ce slide-là. Pourquoi rejoindre l'EPITA pour faire la sécurité? C'est vraiment l'une des deux thématiques phares de l'école depuis sa fondation en 1984, avec un laboratoire de recherche. On a une équipe de recherche d'une dizaine de personnes donc, que je dirige, de la formation professionnelle. On est sur le campus cyber, qui est l'un des grands lieux de la formation et de la technologie en cyber en France. On travaille avec l'État, avec la Garde nationale, et puis on est présent sur beaucoup d'événements, le FIC, les assises de la cybersécurité, qui sont des événements auxquels vous participez en tant qu'étudiant quand vous êtes à l'EPITA. Donc voilà, si je me trompe dans le cadre de cette soirée, il y a également un stand qui est disponible, en tout cas de ce salon virtuel. N'hésitez pas à de contacter les collègues, poser les questions. Ils auront aussi les réponses par rapport à vos profils. Dernière question à laquelle je n'ai pas répondu sur les spécialités à garder en terminale. Pour le bachelor, je n'ai pas le détail. De préférence des spécialités scientifiques. Par contre, renseignez-vous auprès des collègues du recrutement pour voir qu'est-ce qui est absolument indispensable. On aime bien NSI, naturellement, sur les informatique, mais il n'y en a pas dans tous les lycées, donc ce n'est absolument pas un prérequis obligatoire. Pour le diplôme d'ingénieur, comme pour tous les diplômes d'ingénieur, il faut que vous ayez 3 spécialités scientifiques en première, 2 spécialités scientifiques en terminale, les mathématiques. Sur la première et la terminale. Si possible, mathématiques expert, c'est bien, c'est un plus. NSI, bien, c'est un plus, mais sciences de l'ingénieur et physique, chimie sont très très bien aussi. Ce qu'on va évaluer aussi, c'est votre motivation. Et puis un recrutement sur les maths et sur l'anglais au niveau des concours. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir donné l'occasion de présenter pour les étudiants. C'est à la fois les formations et puis surtout les enjeux et les métiers qui sont associés. Voilà. Si ça vous convient, moi je propose d'arrêter la diffusion. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.